Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour cette 4e leçon qui commence par cette peinture absolument magnifique qui est attribuée à Guido Cagnacci, un peintre de Rimini du XVIIe. C'est l'allégorie du temps qui passe. Et le temps passe effectivement puisque c'est la dernière leçon de ce cours. Et puis vous voyez en dessus de ici. Voilà, ici, vous voyez ce serpent qui se mord la queue, ce symbole de l'Ouroboros, qu'on retrouve très souvent dans plusieurs contextes. Vous voyez sur la droite, dans une chimère, encore une fois, le symbole des choses qui se répètent et sur lequel, alors là, j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure. Ce cours, eh bien, nous allons d'abord terminer la discussion que nous avons commencée la semaine passée sur cette publication qui, souvenez-vous, était de nature très quantitative. Je vais revenir. Et puis nous terminerons plus rapidement sur une publication qui va compléter en fait cette étude, mais avec encore une fois un autre angle d'approche. Avant cela, j'aimerais tout de même vous rappeler 3 choses. La première, évidemment, c'est le colloque qui aura lieu le 21 mai sur l'évolution des mécanismes du développement, un colloque en anglais, avec beaucoup d'intervenants, d'intervenantes vraiment, vraiment intéressantes sur des tas de choses différentes qui touchent à la façon dont la nature a modifié les mécanismes du développement pour s'adapter par exemple, au vol des chauves-souris, etc. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Le cours du professeur Desplan, invité de l'Université de New York, qui commencera lui le 28 mai, 4 cours distribués sur un mois chaque semaine sur la relation entre le déterminisme et la stochasticité au cours du développement neuronal. Encore là, un sujet absolument passionnant. Et puis je vous mentionne déjà en bas ici que le cours de l'année prochaine, qui sera alors un cours complet sur cette chaire, sur ma chaire de Silson, sera dans la semaine du début du cours de la semaine du 22 février, fin du cours dans la semaine du 29 mars. Voilà. Comme chaque semaine, laissez-moi passer quelques minutes sur le résumé de l'épisode précédent pour remettre un peu les choses dans leur contexte. Donc, je vous ai présenté une publication qui, contrairement à celle dont je vous avais parlé les 2 leçons précédentes sur le QST, est une publication qui prend un angle d'approche le moins biaisé possible. On va revenir là-dessus dans une minute, mais le moins biaisé possible, puisqu'il s'agit de prendre des populations qui existent, des populations de souris, vous vous souvenez, 2 écotypes, une population qui a une queue longue, une population qui a une queue courte, et puis par une approche quantitative, d'essayer d'aller rechercher les déterminants génétiques qui créent cette différence. Donc on n'est pas du tout dans une approche où, comme c'était le cas dans la première publication, on va choisir une mutation qui nous donne un phénotype et puis essayer de voir comment cette mutation peut avoir eu une fonction dans l'évolution. C'est cette petite souris sylvestre, Peromyscus maniculatus, qui existe en 2 écotypes. On en a parlé longuement la semaine passée, avec un écotype de prairie que l'on trouve dans le sud du Michigan, et puis un autre écotype. On pense que ces 2 écotypes se sont séparés il y a à peu près 10 000 ans. C'est très récent en fait, à l'époque où les glaciers se sont retirés du nord de la Pennsylvanie. Et vous voyez sur la droite, encore une fois, les différences qui sont quand même assez substantielles dans la longueur de ces queues. Et puis on a vu ces petits films, ces petites vidéos la semaine passée qui semblent suggérer qu'effectivement, dans un milieu arboricole, la longueur de la queue peut être un élément important, donc sujet à une pression d'adaptation, etc. Donc une utilité en quelque sorte d'avoir une queue plus longue en milieu arboricole. Alors l'approche, je vous la rappelle brièvement, parce que c'est vraiment là le centre de cette discussion. C'est une approche qui en fait est basée sur le fait que ces souris, on peut les garder en laboratoire.
Comme on peut les garder en laboratoire, on peut les croiser. Elles vont garder évidemment la longueur de leur queue, mais on va pouvoir produire des souches de souris prairies, des souches de souris forêt, arboricoles, qui vont être beaucoup plus homogènes qu'elles ne le sont dans le milieu naturel. Dans le milieu naturel, ces souris vont se recroiser avec d'autres, etc. Là, on va avoir des croisements qui vont amener à une sorte de consanguinité, à un certain niveau, et donc on va pouvoir établir deux souches qui vont avoir des génomes pratiquement identiques en termes de polymorphisme. On va avoir les souris arboricoles en laboratoire qui vont avoir toute une série de polymorphismes. Je vous rappelle, polymorphisme, dans ce cas-là, je parle généralement de SNP, donc de changement d'une base. Ici, on va avoir un A au lieu d'un T, ici, on va avoir un G au lieu d'un A, peu importe, mais ce vont être les mêmes. On va avoir tous ces polymorphismes conservés chez toutes les souris qui vont avoir la queue longue en laboratoire. Et puis, inversement, on va avoir cet autre écotype de souris prairie qui va avoir les mêmes polymorphismes, mais différents de ceux de la version arboricole. Donc on a deux populations qui sont très proches l'une de l'autre, qui chacune est assez homogène en termes génétiques et qui chacune a toute une série de polymorphismes différents. Autrement dit, si vous montrez le génome de ces deux écotypes à n'importe quel généticien débutant, il vous dira ça c'est en quelques secondes, ça c'est les forêts, ça c'est prairies, parce que tous les polymorphismes vont dire voilà. Alors maintenant, pourquoi c'est important? Parce que si vous prenez maintenant ces deux populations et que vous les recroisez, vous allez avoir en F1, filiale 1, donc la première génération, les enfants, vous allez avoir moitié d'un polymorphisme, un chromosome avec tous les polymorphismes, l'autre chromosome avec tous les autres polymorphismes, pour tous les chromosomes. C'est une hétérozygosité, en fait, et quand on regarde la queue chez ces animaux, sans surprise, cette queue, vous vous souvenez de la semaine passée, elle va être absolument intermédiaire. Tous les animaux vont avoir une queue qui va être de longueur intermédiaire entre la longueur queue longue, queue courte. Ce n'est pas étonnant, puisque la moitié du génome aura un type de polymorphisme, l'autre moitié du génome, l'autre type. Voilà. La clé de l'affaire, évidemment, c'est quand on va recroiser ces souris F1 entre elles. Et en faisant ça, on va produire toute une série d'animaux qui seront donc les petits-enfants, toute une série d'animaux qui seront qualifiés de F2. Alors là, il y en a 495. Et ces animaux vont, eux, recombiner ces polymorphismes, puisque les cellules germinales vont passer en méiose et il y aura des recombinaisons. Donc pour chacun de ces chromosomes, on aura un petit morceau avec des polymorphismes arboricoles, un petit morceau avec des polymorphismes prairies, arboricoles, prairies, arboricoles. D'accord ? Mais ces morceaux vont être différents dans chaque frère et sœur, puisque les recombinaisons seront différentes en méiose. Donc chaque cellule, chaque spermatozoïde, chaque ovule qui sera produit par ces individus F1 aura une combinaison différente de ces polymorphismes. D'accord ? Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on produit de la diversité. On mélange ces polymorphismes. À partir de là, les choses deviennent relativement simples, parce qu'on peut se dire, si on peut suivre un trait, couleur du pelage, poids, taille, longueur de la queue, on va pouvoir poser la question suivante. Est-ce que l'on trouve des morceaux de polymorphisme qui sont systématiquement associés à une grande longueur, à une courte longueur, peu importe, mais à un trait particulier? Et si on trouve effectivement que dans 100% des cas, un morceau d'ADN est toujours hérité avec un trait, et bien là, on a trouvé l'endroit où ce trait est codé. Ça peut être un gène, ça peut être une séquence de régulation, on ne le sait pas. Mais on sait qu'il y a quelque chose dans l'ADN à cet endroit-là qui est responsable du trait. Alors malheureusement, les choses ne se passent pas comme ça. C'est-à-dire qu'on va très rarement trouver ce genre de résultat. On va trouver des traits quantitatifs, c'est-à-dire qu'on va trouver 7, 8, 9, 10, 20 endroits qui tous seront
liés au trait de façon statistique, avec une certaine probabilité. Un endroit sera lié à 30%, un autre à 15%. Et donc on va isoler plusieurs endroits sur les chromosomes qui tous auront une certaine probabilité d'être associés au trait que l'on cherche. C'est ça une analyse en QTL, c'est-à-dire on ne parle plus d'une relation directe, un gène, un trait, on va avoir un mélange d'endroits qui chacun vont contribuer à un phénotype. Et ça rend les choses vraiment compliquées, parce que quand vous mélangez ces polymorphismes, quand vous mélangez les génomes, vous mélangez les traits. Donc, dans les souris F2, on ne va plus avoir soit des queues très longues, soit des queues très courtes. Donc, on ne pourra pas dire, voilà, ça c'est long, ça c'est long, ça c'est court, ça c'est court. Vous allez avoir une distribution des traits, de la même façon qu'on a une distribution des polymorphismes. Et donc, je vous montrais la semaine passée qu'on va arriver à cette distribution ici, où certaines souris ont des queues très longues, vous avez là, certaines ont des queues très courtes, mais la plupart ont des queues intermédiaires, avec des, etc. Et donc, pour chaque souris qui a une queue longue, moyenne, courte, etc., on va faire cette association. Quand la souris aura une queue très courte, on va sortir des associations avec la queue très courte. D'accord ? Ce sera peut-être des endroits qui vont venir, qui seront hérités du génome prairie. Quand la souris a une queue très longue, on va associer ça à la queue très longue, etc. Puis quand il y a des queues intermédiaires, on va également associer des QTL qui généralement auront des pourcentages assez compliqués, assez limites. Donc il va falloir trouver une façon d'attribuer une significativité à chaque association. Et ça se fait au travers d'un calcul qui est ce score LOD sur lequel je ne vais pas revenir parce que c'est compliqué. Un calcul qui prend en compte le rapport entre la probabilité que vous ayez une association entre un polymorphisme et un trait et la probabilité que vous n'ayez pas d'association entre ce polymorphisme et ce trait. Et puis ce rapport, vous le faites, vous prenez le logarithme en base 10, ça vous donne un chiffre. Et si vous êtes aux alentours de 3 ou au-dessus, c'est significatif. Ça veut dire qu'en fait, vous avez une chance sur 1000 pour que ce trait ne soit pas associé. Donc vous avez une grande probabilité que ce trait soit associé. D'accord ? Si le chiffre est de 2, on considère qu'on laisse tomber, que ce n'est pas significatif. Voilà. Alors ces auteurs vont faire cette étude et puis ils vont considérer la longueur de la queue. Vous vous souvenez qu'il y avait 3 critères, longueur de la queue, longueur des vertèbres et nombre de vertèbres. Alors ils vont d'abord considérer longueur de la queue et puis ils vont trouver 6 de ces QTL. Ça veut dire encore une fois 6 endroits, 6 loci génomiques qui d'une façon ou d'une autre sont associés à la longueur de la queue, avec des pourcentages différents. Et vous voyez cette distribution de loci ici. Alors, ces barres grises que vous voyez là, c'est en fait le résultat de la technique qu'ils prennent, qui est une technique d'association par intervalle. Ça a l'air compliqué, en fait, c'est très simple. Vous pouvez prendre un polymorphisme et puis demander est-ce qu'il est associé à une caractéristique. Oui, il est associé. Mais après, votre caractéristique, elle est où ? Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, vous ne savez pas. Si vous prenez 2 polymorphismes qui sont éloignés par, je ne sais pas, 10 000, 100 000 paires de bases, et que vous regardez la présence de ces 2 polymorphismes avec un trait particulier, si vous associez un trait, la probabilité que ce trait soit à l'intérieur de cet intervalle est très grande. Donc ça va directement vous donner une possibilité de regarder ce qu'il y a entre ces 2 polymorphismes. C'est ce qu'on appelle un QTL par intervalle. C'est un peu technique, mais ça vous permet d'aller un tout petit peu plus rapidement au but. Alors, 6 QTL, comment trouver à l'intérieur de ces intervalles qu'est-ce qui est responsable de cette association ?
D'abord, est-ce que ce sont des gènes? Est-ce que ce sont des séquences régulatrices, etc. Et là, on retombe sur la fin du cours passé. Et ce que les auteurs vont faire, c'est prendre une approche par intersection. Le terme vaut ce qu'il vaut, mais en disant, voilà, on va faire deux choses. D'abord, on va faire une analyse transcriptomique, c'est-à-dire, ces souris, on les a en laboratoire, on a des pures forêts, pures prairies, on sait où la queue est formée, souvenez-vous, les petits bourgeons, hein, on en a beaucoup discuté. On va prendre des embryons, couper les bourgeons, produire des ARN, regarder tous les ARN qui sont à l'intérieur, faire de l'ADN double brin, la cuisine habituelle, et on va obtenir deux populations. Et on va regarder dans ces deux populations quels sont les gènes qui sont soit trop hauts, soit trop bas. Est-ce qu'il y a des gènes qui changent? Est-ce qu'il y a des gènes dont l'expression change dans les bourgeons de queue? Ça ne veut pas dire qu'ils participent à plus long, plus court, mais est-ce que ça change? D'accord? Donc ils vont faire ça, et ils vont trouver que 112 gènes sont exprimés différemment dans le bourgeon de queue, qui sont localisés dans les intervalles, dans les 6 intervalles identifiés. Okay? Là, on ne parle pas de tous les gènes qui bougent quand on prend une queue longue, une queue courte. On prend tous les gènes qui bougent et on pose la question, parmi tous ces gènes, il y en a combien qui se trouvent dans ces 6 intervalles? Eh bien, vous voyez qu'il y en a 112. Alors, ça paraît beaucoup, mais c'est peu, parce que, encore une fois, un de ces intervalles, le troisième groupe de linkage, il y a plus de 500 gènes dedans. Il fait plusieurs mégabases, hein, donc c'est des grands intervalles. Hein, on peut discuter, ça vous intéresse, pourquoi ces intervalles sont si grands, mais c'est des grands intervalles. Donc 112 gènes exprimés. Voilà. Alors les auteurs mettent ça de côté, puis se disent maintenant on va faire autre chose. On va regarder dans des databases de souris, alors les souris classiques, Musculus, hein, les petites souris de laboratoire. On va regarder tous les gènes qui ont été étudiés depuis la naissance de la génétique de la souris pour voir combien ont été associés de façon fonctionnelle à la longueur de la queue. Alors, dedans, il y aura T, bien sûr. Vous vous souvenez, ce fameux gène TBXT qu'on a beaucoup discuté. Donc, il trouve qu'il y a 155 gènes qui, chez la souris, ont été caractérisés depuis des années et des années comme ayant un problème de queue si vous les mutez. Voilà. Et donc, ils vont se dire, on va intersecter ces deux datasets pour savoir si, dans les 112 gènes qui bougent dans les bourgeons de queue, quand on compare les deux écotypes, et qui sont dans ces 6 intervalles, est-ce qu'il y en a qui ont déjà été soupçonnés d'avoir une fonction dans la queue? C'est ça. Et ils vont en trouver 5. Et puis dans ces 5, il y en a en particulier 3 dans un groupe, dans un intervalle, ce qu'on appelle un groupe de linkage, le groupe numéro 3. Et vous les voyez en bas, c'est ce gène SP5, ce gène OXD9 et ce gène OXD13. Alors, évidemment, je ne veux pas déjà déflorer maintenant ce que je vais vous dire plus tard, mais ce gène OXD13 était déjà passablement connu pour avoir un impact dans la longueur de la queue. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec cet ouroboros, en fait, la façon non biaisée d'attaquer un problème en biologie rencontre toujours, ici ou là, des façons un peu plus biaisées le long de la voie. Hein. C'est extrêmement difficile de se concentrer totalement sur une approche non biaisée. Si ce gène avait été une enzyme, par exemple, assez peu intéressante, est-ce qu'on aurait continué à le regarder en détail, etc. Ça, c'est une question plus épistémologique que je ne vais pas discuter aujourd'hui. Voilà. Alors, ces intervalles sont très, très grands. Et les auteurs se disent, mais avant qu'on passe du temps à étudier ce gène numéro 13, qui est vraiment un candidat intéressant, est-ce qu'on est vraiment, vraiment sûr que ce gène bouge, hein, que ce gène a une variation, est associé avec ce trait de longueur de queue? Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est réanalyser les datas de polymorphisme en prenant 2 polymorphismes qui sont plus proches. Donc, ils vont eux-mêmes maintenant déterminer un intervalle, et vous voyez que cet intervalle
il va être entre un polymorphisme situé 679 kb à gauche, donc 679 000 bases, ce qui est assez proche finalement à gauche, et puis 624 bases à droite. Donc ils vont sélectionner eux-mêmes deux polymorphismes qui contiennent, qui définissent un intervalle qui contient ce gène OXD13. Et puis la question qu'ils vont poser, c'est est-ce que ces deux polymorphismes sont toujours associés au même groupe que quand on prend tout l'intervalle, etc., etc. Et la réponse est oui, c'est statistiquement vérifié, ce que vous voyez ici et là. Et donc, ils vont en conclure que c'est vraiment un gène candidat intéressant. Et à partir de là, ils vont regarder en détail l'expression de ce gène dans les différentes souches. Donc là, on revient aux souches homozygotes en laboratoire. On va reprendre les ARN et voir si ce gène en particulier va être exprimé de façon différente. Alors vous voyez sur la gauche, c'est le gène SP5, OXD13, OXD9. Ce sont les trois gènes à l'intérieur de cet intervalle qui étaient connus pour avoir d'une façon ou d'une autre une fonction dans la queue. Et vous voyez que ce gène SP5 est beaucoup plus exprimé dans la prairie. Souvenez-vous, jaune, c'est toujours prairie. Est toujours plus exprimé dans la prairie, dans la version prairie, que dans la version forêt, précocement. Si on regarde un peu plus tard, on voit qu'en fait, on voit ici qu'il n'y a pas une grande différence. Pareil pour OXD13, on voit que c'est exprimé plus fortement dans la prairie, et on voit que OXD9, c'est un autre gène, inversement est exprimé plus fortement dans les souris arboricoles. Donc on a une association qui est une association qu'on pourrait dire négative d'un point de vue de la transcription, c'est-à-dire, il semble, on regarde le gène OXD13, il semble que ce n'est pas une augmentation de la transcription qui aurait allongé la queue, mais au contraire, une diminution de la transcription qui serait liée à un allongement de la queue. Et c'est important pour ce que je vais vous dire tout à l'heure. La deuxième chose qu'ils vont faire, pour être vraiment sûr, c'est que ces souris F1 cette fois, les souris F1, comme elles ont des chromosomes qui sont soit entièrement du côté de l'écotype forêt, soit entièrement de l'écotype prairie, et que ces chromosomes ont toute une série de polymorphismes connus, on va pouvoir regarder en séquençant les ARN, donc en séquençant l'ADN qui est produit à partir des ARN, c'est toujours pareil, mais en séquençant les ARN, on va pouvoir voir les ARN qui viennent du chromosome de la mère, du chromosome du père, donc des ARN qui sont produits par l'écotype forêt ou par l'écotype prairie dans la même souris, en F1. Après, c'est plus possible, mais en F1, d'accord ? Donc ça, c'est un très bon contrôle, parce que ça veut dire qu'à partir du même animal, on peut doser, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a plus ou moins d'ARN d'un génome ou de l'autre ? C'est vraiment un très très bon contrôle, en fait. Et quand ils font ça, ils vont voir que c'est effectivement le cas pour 13. Vous voyez ici, il y a une grande différence entre prairie, c'est une échelle logarithmique, prairie arboricole, et cette fois, même au stade précoce, prairie arboricole. Vous voyez que c'est beaucoup moins clair pour 9, et puis c'est aussi moins clair pour SP5. D'ailleurs, ils ont un résultat inverse ici que je ne comprends pas très bien. Mais ce qui est absolument clair, c'est que cette analyse montre qu'effectivement, le gène OXD13 est exprimé de façon différente. Ce n'est pas galactique, c'est une différence qui n'est pas non plus, mais c'est une différence entre les deux génotypes, donc les souris qui sont de l'écotype arboricole produisent des ARN OXD13 en quantité légèrement moindre que les souris qui vivent en prairie. Voilà, ça c'est la conclusion qu'on peut en tirer. Alors avant d'aller plus loin dans cette étude, les auteurs se disent qu'il faut quand même faire attention, la différence elle n'est pas énorme, donc est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une différence dans la protéine ?
Parce que quand on parle d'association en QTL, on ne sait pas ce qu'on regarde. On ne sait pas si on regarde l'ARN, on ne sait pas si vous avez, par exemple, une petite variation dans la protéine qui fait que la protéine va être moins active ou plus active, le résultat en QTL sera exactement le même que si vous avez un peu plus d'ARN et un peu moins d'ARN avec la même protéine. C'est une variation. Hein, ce que vous regardez, c'est une variation de fonction, en fait. Donc, ils vont regarder la protéine 13. Et la raison pour laquelle ils vont la regarder, c'est, là encore, c'est un peu l'ouroboros, hein, c'est qu'ils savent que cette protéine D13 a été caractérisée par de nombreux laboratoires, et le mien au début, en fait, comme étant sujette à une amplification de triplet. L'amplification de triplet, vous vous souvenez, hein, c'est Huntington disease, c'est le X fragile, etc. C'est ces maladies qui sont produites quand vous avez un stretch d'acide aminé monotonique, dans ce cas particulier alanine, 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 vous en avez une quinzaine. Et évidemment, quand vous prenez toujours le risque, quand c'est comme ça, que les chromosomes vont mal s'apparier. Hein, donc vous allez produire un chromosome qui en aura un peu plus, puis un chromosome qui en aura un peu moins, parce que si vous appariez comme ça, c'est pareil. Si vous appariez comme ça, eh ben vous allez avoir plus, moins. Puis si vous en avez plus, ben, si vous arrivez à 30, 40, vous avez une maladie. D'accord ? C'est le principe des maladies par amplification de triplet. On commence à comprendre comment ça fonctionne, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Alors il se trouve que le gène OXD13, ben, vous voyez sur la droite, en fait, il y avait des mutations qui avaient été isolées, comme quoi si l'on passe chez la souris de 15 à 22 alanine, on déclenche un syndrome, qui est un syndrome extrêmement intéressant, qu'on appelle la sympolydactylie, entre autres. C'est un syndrome dont les doigts sont collés et multiples. Vous avez plus de doigts et ils sont collés. Et c'est un syndrome qui ressemble beaucoup à une condition chez les humains, en fait. Vous voyez en bas, chez les humains, pour obtenir cette sympolydactylie, il faut passer de 15 alanines avec un minimum de 22. Ce n'est pas très fréquent dans la population, mais ça existe. Alors la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que sur la gauche, vous voyez que dans la protéine de Peromyscus maniculatus, il y a un alanine en trop. Et c'est assez rare, hein, finalement. Vous voyez qu'ici, vous avez les humains, toutes sortes de mammifères, et puis chez toutes les souris, on ne l'a pas. Hein, et là, il y a un alanine additionnel. Alors, les auteurs se sont posé la question, est-ce que ça pourrait influencer la longueur de la queue ? Là, je vous dis, franchement, ce n'est pas quelque chose que personnellement, je n'aurais pas investi beaucoup d'argent là-dedans, parce qu'on sait vraiment que ces amplifications de triplet doivent être relativement massives pour donner un phénotype. On pourrait se douter que ce n'est pas un acide aminé supplémentaire qui va vraiment faire basculer l'histoire, mais ce sont des gens consciencieux, et donc ils vont vérifier ça en introduisant un alanine supplémentaire chez Mus musculus, donc chez la petite souris de laboratoire, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. En se posant la question, quid de la longueur de la queue ? Eh bien, vous voyez sur la gauche que, sans surprise, finalement, la queue ne bouge absolument pas. Et donc, les auteurs vont conclure que le changement qui est peut-être, qui a une certaine probabilité d'être associé à une certaine augmentation de la longueur de la queue, hein, ce changement est très vraisemblablement dû à une augmentation de la protéine, sans prendre en compte si elle a un acide aminé de plus ou de moins. Donc c'est une question de régulation de la transcription. Il y a plus d'ARN, moins d'ARN chez la forme arboricole. Alors évidemment, à partir de là, comment peut-on produire une queue plus longue ou des vertèbres plus nombreuses ? Comment ça marche ? Cette diminution ou cette augmentation d'ARN, qu'est-ce qu'elle va faire ? Et là, il faut qu'on retourne sur notre petit bourgeon de queue, hein, qu'on a beaucoup discuté dans le cadre de l'allèle de la mutation T. Et pour vous dire que les vertèbres sont produites par un mécanisme d'oscillation
qu'on a déjà discuté à 2 reprises dans ce cours, sur ces 8 ou 9 dernières années. Très rapidement, c'est un mécanisme qui est extrêmement intéressant et qui est utilisé pour produire cet aspect méristique qu'on a. Si vous regardez un squelette, vous voyez qu'on a toutes ces vertèbres qui se répètent. On se dit, mais comment on peut produire cette série d'éléments, cette série d'étages? Et la façon dont ces étages sont produits, c'est au travers de 2 phénomènes qui se passent en même temps. Donc vous vous souvenez que dans le bas ici, vous voyez ici le bourgeon de queue, c'est là où se trouvent ces cellules NMP, souvenez-vous, des progéniteurs pour les muscles, pour les nerfs, pour les cellules neurales. C'est là où se trouvent ces cellules qui expriment T, TBXT, SOX2 pour le linéage neural. On en a beaucoup discuté. Donc vous avez là cette masse de cellules qui va descendre, 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 descendre pour allonger le corps. Voilà, comme ça. Bon. Ces cellules, elles sont maintenues par des cytokines qui sont juste en dessous, on en a aussi discuté, qui signalisent, qui envoient des signaux en disant continue, continue, continue. C'est les voies de signalisation Wnt, FGF, tout à fait classiques. Donc imaginez-vous ce système où vous avez ce groupe de cellules, cette signalisation en dessous, des signaux qui arrivent par la couche, okay, qui disent continue, continue, donc ça descend. Voilà. Alors comment maintenant on fait des frontières? Et ces frontières, elles sont faites parce que ces cytokines, elles vont créer un gradient. La signalisation va être très forte en bas, et plus on s'éloigne de la source, plus ça va être faible. Donc vous allez avoir un gradient qui est ici illustré en rouge. Vous voyez? Parce que ça va démarrer d'ici. Donc le système va descendre et le gradient va descendre, évidemment. Parce que plus vous descendez avec la source, plus vous descendez avec le gradient. Donc le gradient va descendre. La descente de ce gradient va vous fixer une frontière ici qui va descendre en même temps que le gradient, ce qu'on appelle le front de détermination. D'accord ? Alors maintenant, ces cellules qui sont dans toute cette partie ici, elles vont produire une oscillation. Elles vont osciller intrinsèquement. Donc chaque cellule va osciller sur une période à peu près 2h30 chez la souris, à peu près 4h30 chez les humains, parce qu'on se développe plus lentement. Et donc il va y avoir une oscillation. D'accord ? Et donc, vous imaginez maintenant ce gradient qui descend comme ça. D'accord ? Et puis ici, vous allez avoir une oscillation. Et chaque fois que l'oscillation va taper dans le haut du gradient, ça va faire une frontière. Donc vous allez avoir tac, 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 tac. D'accord ? Je vais vous montrer un petit film. Donc c'est comme ça que ça se passe. Vous avez ici ces cellules qui oscillent. Alors qu'est-ce que ça veut dire des cellules qui oscillent ? Ça veut dire qu'au début, ces cellules-là vont transcrire des gènes, activer des gènes. Ensuite, elles vont s'arrêter. C'est ces cellules-là qui vont continuer. Elles vont s'arrêter. C'est ces cellules-là qui vont continuer. Elles vont s'arrêter. Donc, il n'y a pas de cellules qui oscillent. Ce ne sont pas des cellules qui bougent. Les cellules ne bougent pas. Simplement, les cellules d'en bas activent, désactivent, activent, désactivent, activent, désactivent. Donc, quand on regarde, on a l'impression d'une oscillation. D'accord ? Donc, en fait, ce n'est pas une oscillation cellulaire, c'est une oscillation intracellulaire. Chaque cellule va osciller en coordination, d'abord celle du bas, puis celle du milieu, puis celle du haut. Okay ? Je vais vous montrer un petit film, et vous allez voir, j'espère, cette oscillation qui est magnifique. Voilà, hop, hop, hop. Et chaque fois que vous arrivez en haut, on fait une frontière. D'accord ? On fait une frontière de ce qu'on appelle un summit. Vous les voyez, ces summits, ils sont là en haut. C'est ces morceaux qui, des jours plus tard, vont donner une vertèbre. Alors, ce n'est pas exactement ça, pour vous dire la vérité, parce que le summit, il ne donne pas une vertèbre, il donne la partie antérieure d'une vertèbre
la partie antérieure de la vertèbre d'en dessous et la partie postérieure de la vertèbre d'en dessus. Il ne faut jamais faire les choses simplement en évolution. Hein. C'est comme ça. Donc les somites, en fait, sont des demi-vertèbres. Voilà. Mais c'est ça qui va donner notre aspect méristique, hein, cet aspect segmenté. Quand vous regardez ce petit film, en fait, on a de la peine, hein, je suis d'accord, on a de la peine à imaginer, on pense que ce sont les cellules qui bougent. Hein. Et la raison, c'est que ce film est fait chez la souris. Et chez la souris, on a de la peine à voir au niveau cellulaire. Évidemment, il y a beaucoup de cellules, c'est gros. Et donc, je vais vous montrer un autre film qui, lui, a été fait chez le poisson zèbre, par un ancien collègue de l'EPFL, Andy Oates. Et là, on voit les cellules. Hein. Donc, vous allez voir les cellules jaunes qui, là, sont en fin d'oscillation. Donc, elles approchent de la partie où va se faire la frontière. Et vous allez voir qu'en fait, ces cellules ne bougent pas. Voilà, elles partent en bas, hop. Vous voyez ? On voit très bien que ces cellules ne bougent pas, en fait. C'est simplement, elles démarrent la transcription de quelque chose, ça s'arrête, elles démarrent, ça s'arrête. Hein ? C'est un système qui est magnifique, qui est un système oscillatoire. Et donc, quand on regarde ces films, on se dit, pour avoir une queue plus longue, en fait, il n'y a guère que deux solutions. Ou avoir plus de vertèbres. Soit le clock, soit cette oscillation est différente. On peut imaginer que si on oscille beaucoup plus vite, on aura beaucoup plus de vertèbres. Alors, moi j'aurais tendance à dire, si on oscille plus vite, on a plus de vertèbres, mais elles seront plus petites. Donc je ne suis pas convaincu que ça augmente la longueur de la queue. Hein. Imaginez le système qui irait comme ça. Il faudrait que la partie basse descende plus rapidement et qu'on oscille plus rapidement pour avoir des vertèbres plus nombreuses, malgré qu'elles soient plus courtes. Hein, une queue plus longue. Bon. Voilà. Mais on peut jouer sur cette horloge de segmentation pour ajuster la longueur de la queue, certainement. L'autre explication possible, c'est de se dire, en fait, l'horloge ne change pas. Ce qui change, c'est le matériel qui est à disposition de l'horloge. Ces fameuses cellules NMP donc, qui descendent, mais s'il y en a 2 fois plus, ça prendra 2 fois plus de temps à épuiser le système, et donc la queue sera 2 fois plus longue. Hein. Et donc les auteurs vont proposer ces 2 hypothèses. Hein. La première, où on aurait une différence dans l'horloge, peut-être dans la fréquence, sur une structure identique, ou alors une horloge conservée sur une structure plus longue. Et pour faire le tri entre ces 2 hypothèses, c'est assez simple. Ce qu'ils vont faire, c'est simplement mesurer. Alors, la première mesure qu'ils vont faire, c'est de mesurer l'épaisseur de ce summit, ici, qui est S1, donc qui est le premier summit produit, en se disant cette épaisseur va en fait refléter le fonctionnement de l'oscillation. Si l'oscillation est plus lente, ce sera plus large. Si l'oscillation est plus rapide, ce sera moins large. Hein. Donc ils vont faire cette mesure et ils vont s'apercevoir, vous voyez sur la droite, ils vont s'apercevoir que finalement, il y a très peu de différence entre l'écotype forêt et l'écotype prairie. C'est identique, pratiquement. Donc, ce n'est pas l'hypothèse qu'ils vont garder. Ils vont écarter cette hypothèse et ils vont regarder l'autre possibilité. Et pour faire cela, ils vont mesurer juste en dessous de ce premier summit, S1, ils vont mesurer la distance qui va de ce premier summit à la fin du bourgeon de la queue. Et quand ils font cette mesure, alors là, ils s'aperçoivent qu'il y a une différence qui est significative. On le voit sur ce graphe, avec une distance chez les souris arboricoles qui est beaucoup plus longue que chez les souris prairies. D'accord ? Donc la conclusion est relativement simple. Leur conclusion est relativement simple. Tout fonctionne normalement. L'oscillation fonctionne à la bonne fréquence. Les vertèbres ont la même taille.
Simplement, il y a plus de matériel, il y a plus de ces cellules NMP, plus de mésodermes présomatiques, qui fait que ça va durer plus long. D'accord ? C'est l'explication. Alors, pourquoi, comment y aurait-il plus de matériel? Et là encore, ils vont poser deux hypothèses, et on revient sur ce dont je vous ai parlé les deux premières leçons, sur ce bourgeon de queue. On pourrait dire qu'il y a deux hypothèses différentes. La première, c'est d'avoir un biais dans la différenciation de ces cellules NMP. Vous vous souvenez qu'on en a beaucoup discuté, ces cellules, elles sont un mélange de cellules qui vont faire du mésoderme, donc qui vont faire ces vertèbres, etc., et puis de cellules qui vont partir au centre, les bleus là, qui vont faire le tube neural, donc des dérivés neuraux. Si le mécanisme de différenciation entre les deux est biaisé vers les cellules du mésoderme, on va avoir plus de cellules du mésoderme, moins de cellules neurales. Ça pourrait expliquer pourquoi le compartiment mésodermique est plus grand. Évidemment, ça se ferait au détriment de cellules neurales. Ce qui, si vous vous souvenez des petits films que je vous ai montrés où ces pauvres souris essayaient de traverser le précipice, est quand même peu probable, parce que justement la justification d'étudier la longueur de la queue, c'est de se dire cette queue, elle est fonctionnellement importante, donc elle doit avoir des connexions à la fin, on doit pouvoir en faire quelque chose. Donc il ne s'agit pas d'enlever la moitié du tube neural vers la fin, parce que là on aurait un résultat qui n'est pas ce qu'on veut. Donc c'est peu probable, mais ils vont tout de même regarder ça. Et l'alternative, évidemment, c'est de se dire, simplement, il y a plus de cellules NMP qui vont faire plus de dérivés mésodermiques et plus de dérivés neuraux. Donc ils vont regarder et ils vont voir qu'en fait, en utilisant toute une série de marqueurs du mésoderme, mais il n'y a pas de grande différence. D'accord ? Puis ils vont regarder toute une série de marqueurs des cellules qui vont dans la direction neurale, et puis il n'y a pas de grande différence non plus. Donc de ça, ils concluent que quand ils prennent toute la partie postérieure d'un embryon arboricole, souris écotype arboricole, toute la partie postérieure d'un embryon écotype prairie, le ratio entre des cellules qui vont faire le mésoderme et les cellules qui vont faire le tube neural est le même. Donc, conclusion, il n'y a pas de biais qui va pousser le système vers une différenciation mésodermique. Alors, inversement, ils vont regarder l'enrichissement en cellules NMP, et pour faire cela, ils vont simplement compter le nombre de cellules qui expriment des marqueurs de cellules NMP. Et là, quand vous faites ça, vous voyez que systématiquement, vous êtes au-dessus dans le vert, ici, légèrement au-dessus. Donc le vert, c'est les souris arboricoles. Et donc, pour faire court, ils vont en conclure que les embryons des souris d'écotype arboricole ont simplement plus de cellules NMP. Alors, ils vont vérifier ça sur un compte visuel, en faisant des sections histologiques sériées, pour être vraiment sûr que c'est vrai. Donc, ils vont compter le nombre de ces cellules. Et vous voyez sur la gauche ici, voilà la différence. Alors que, comme ils ont des marqueurs à la fois pour le mésoderme et pour le tissu neural, ils vont pouvoir faire le ratio, et vous voyez que le ratio ne change pas. Donc là, il y a vraiment, je pense, de bonnes évidences pour dire, OK, on est dans un système où simplement la queue est plus longue parce qu'il y a plus de cellules qui vont faire de la queue. Voilà. Vous allez me dire, c'est une conclusion qui n'est pas très surprenante, mais il faut la faire, il faut aller la chercher quand même. Conclusion. Donc les auteurs m'ont proposé un schéma. Alors vous voyez tout de suite ce schéma, si vous vous souvenez du schéma final de la publication de la semaine passée, avec ces singes très noirs qui captaient notre attention sans queue, avec queue. Là, vous voyez qu'on a affaire à un schéma qui est quand même, je dirais, plus
plus détaillé, plus précis, qui est peut-être moins catchy, hein, mais vous voyez, avec beaucoup de flèches traitillées, pointillées, donc ça suggère, voilà. Et l'idée est assez simple en fait. Il y a un surplus de cellules NMP dans cette partie-là, qui d'une façon ou d'une autre, avec une probabilité plus ou moins élevée, est associée à une baisse d'expression du gène OXD13. Mais quand je dis ça, faites attention. Encore une fois, c'est un pourcentage relativement faible, et il y a beaucoup d'autres gènes qui vont participer. Hein, donc, c'est pas, il faut faire attention de ne pas être trop déterministe dans la formulation de ces conclusions. C'est associé à une baisse de l'expression du gène OXD13. Hein. Il avait été montré par un autre laboratoire que ce gène OXD13 avait éventuellement une action sur la quantité de cytokine qui était produite tout en bas, hein, donc cette quantité qui tire, donc qui va entretenir ces cellules NMP, qui est notamment cette signalisation Wnt. Donc, une des hypothèses qui est proposée, c'est de se dire, voilà, quand on a du gène OXD13, on va signaliser à cette source de cytokine qu'on est au bout de la queue. Hein, maintenant, on arrête. D'accord ? Donc, c'est un signal négatif. Lorsque vous enlevez ou que vous diminuez la fonction de ce gène OXD13, vous allez permettre à ce système de continuer plus longtemps qu'il ne le devrait, en fait. Et donc, on va allonger, avoir plus de cellules et allonger la queue. Alors, les conclusions finales de ces auteurs, qui sont quand même très intéressantes dans ce contexte d'approches épistémologiques différentes, en fait, vous voyez qu'ils disent que tous les QTL vont dans la même direction. Hein. Vous allez dire, bah oui, c'est évident. Mais non, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que les 6 QTL qui sont associés vont tous dans la même direction d'une diminution. Hein. Donc, donc, ils ont conclu qu'il y a tout de même peu de place pour que ce soit un élément stochastique, en fait. Hein. Mais vous voyez que la façon même dont ils vont formuler cette conclusion, en disant tout considéré, après des années de travail, il y a quand même peu de chances que ce soit du hasard. Voilà. Je pense que c'est une conclusion qui est correcte. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on parle beaucoup de l'allongement de la queue. Mais en fait, on oublie que le raccourcissement de la queue peut aussi avoir un côté adaptatif très fort. Pour des souris qui n'évoluent pas dans des arbres, ce n'est pas du tout utile probablement d'avoir une queue trop longue. C'est une déperdition d'énergie, c'est plus de surface qu'on offre à la prédation hein, d'un ronge. Donc en fait, il y a probablement deux types de sélection. Une sélection pour un allongement de la queue dans la version arboricole, mais aussi une sélection pour une réduction de la queue dans la version prairie. Donc il y a toujours ces côtés à considérer. Et finalement, et c'est le point vraiment central, c'est que quand tous ces QTL sont considérés, donc quand les 6 QTL sont considérés, eh bien, on ne peut expliquer que 24% de la différence. Et souvenez-vous, je vous parlais de ce type de conclusion quand on a discuté de la taille la semaine passée. Je vous disais, il y a beaucoup de grandes études de GWAS qui ont été faites sur la taille chez les humains. Et on arrive à des conclusions qui sont pas loin de ça. On arrive à des conclusions où on se dit, voilà, il y a 20, il y a 30 QTL. Et si tous ces QTL sont dans la bonne version, chez des gens très hauts, tous ces QTL ne peuvent expliquer que 15, 20, 25% de la différence de taille. Donc on est vraiment dans des systèmes qui sont très très quantitatifs, avec en plus, alors pas dans ce cas-là, mais avec en plus souvent des questions épigénétiques, hein, on en a discuté. Donc ce sont vraiment des approches qui sont compliquées. Ce qu'il faudrait, en fait, il faudrait pouvoir, on en discutait la semaine passée, disposer de fonds illimités pour pouvoir séquencer toutes ces souris
donc d'avoir une approche GWAS non plus en polymorphisme, mais en séquençage total. Alors ça viendra, hein, parce qu'aujourd'hui les coûts de séquençage deviennent tellement bas finalement pour des génomes qu'un jour on pourra le faire, un jour pas si lointain, où là évidemment on ne jouerait plus avec des intervalles à se demander mais où est-ce qu'on est, etc. Non, on pourrait séquencer l'intégralité, donc on pourrait avoir une précision, ce qui permettrait statistiquement de révéler des QTL qu'on ne peut pas révéler avec cette approche. Hein. Donc, mais est-ce qu'on arrivera à 100% ? Franchement, on ne sait rien. Peut-être qu'on arrivera à 30, 40%. Voilà. Alors, cette étude, elle suggère qu'une légère perte de fonction du gène OXD13 participe à l'élongation de la queue. Et une bonne façon de vérifier ça, en fait, c'est de se dire, mais pourquoi ne fait-on pas l'opération inverse ? Pour vérifier qu'une diminution de la fonction d'OXD13 rallonge la queue, eh ben, on va faire un truc logique, on va rajouter de la fonction de D13 et puis voir si la queue est plus courte. Ça, c'est ce qu'on appelle une approche par gain de fonction. Donc on va imposer quelque chose, on va gonfler le système avec D13 et puis si on a raison, ben, la queue sera plus courte. Puis si la queue n'est pas plus courte, ben, il faudra revoir les conclusions. Alors, c'est là qu'intervient l'Ouroboros, parce que, en fait, ces auteurs, en démarrant cette étude, savaient déjà que les gènes OX13 avaient une action négative sur la queue. Ça avait été publié, en tout cas dans 2 ou 3 publications assez anciennes. Et donc, on revient toujours à ce serpent qui se mord la queue, dans ce cas particulier. Et j'aimerais rapidement vous décrire une de ces études. C'était la dernière publication que je voulais vous décrire dans ce cours, qui nous ramène au système qui a été notre système d'études pendant de très nombreuses années, donc ces fameux gènes architectes, ces gènes OX, hein, dont fait partie ce gène OXD13. Ce gène OXD13, vous le voyez, il est là. C'est le dernier, puisque le groupe 13 sont les derniers gènes des complexes OX. Hein. Donc les complexes OX, je vous rappelle, c'est des morceaux d'ADN, 4 morceaux dans le génome, sur 4 chromosomes différents, qui ont à peu près une dizaine de gènes chacun, qui sont très condensés. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est que ces gènes sont activés dans une séquence temporelle qui suit leur nombre, qui suit le chromosome. Donc, pendant le développement, les gènes numéro 1 vont être activés d'abord, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Le temps d'activation de ces gènes correspond en gros au temps de production d'un somite par l'horloge somitique. Et ces gènes sont activés dans ces cellules NMP. Donc revenons à ce système où vous avez ces cellules qui descendent, un segment, un segment, un segment, un segment, un segment. Ces segments, ils sont tous pareils. Ce sont des segments qui n'ont aucune différence génétique. Si vous laissez le système comme ça, vous allez avoir une structure du genre mille pattes, c'est-à-dire vous aurez tous les segments, une homosegmentation, tous les segments seront identiques. Qu'est-ce qui va rajouter la différence dans ces segments ? C'est ces gènes homéotiques, hein, ces gènes OX. Comment ils vont faire ça ? Eh bien, ces cellules NMP vont activer dans le temps ces gènes OX. Donc, une oscillation, un gène OX qui s'active. Une oscillation, un gène OX suivant qui s'active. Une oscillation, un gène OX suivant qui s'active. Par conséquent, chaque niveau va avoir une combinatoire de ces protéines OX qui vont dire, voilà, il faut faire ça ou ça. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous illustrer ça avec une expérience très, très belle qui a été faite par une collègue, Denine Velik, aux États-Unis. Et vous voyez que sur la gauche, vous avez une colonne vertébrale normale chez la souris, avec une transition entre la partie thoracique, les 13 vertèbres thoraciques, comme chez les humains, avec la partie lombaire qui a soit 5, soit 6 vertèbres
chez la souris, on en a 5 chez nous, avec quelques exceptions d'ailleurs, mais généralement on en a 5. Et le gène qui va déterminer cette transition, qui va dire maintenant on arrête, donc on va faire ces oscillations, on va faire la partie cervicale, on rentre dans la partie thoracique, 13 oscillations pour les 13 vertèbres thoraciques, puis on rentre dans la partie lombaire. À ce moment-là, on ne veut plus de côte. Et à ce moment-là, c'est les gènes numéro 10 qui vont être activés. On est presque en bas, hein, donc c'est les gènes numéro 10 qui vont être activés. Et les gènes numéro 10 ont comme fonction de dire on arrête les côtes. Hein. Vous le voyez très bien ici, à la transition entre le thorax et la partie lombaire, eh bien, on perd les côtes, évidemment. C'est ce qui définit la partie thoracique. Eh bien, si vous enlevez toutes les fonctions des gènes numéro 10, hein, il y en a 3 à enlever, c'est assez compliqué, eh bien, vous voyez qu'en fait, cette instruction, elle n'est pas donnée. Donc la partie lombaire va continuer à faire des côtes, et puis même la partie sacrale ici va faire des côtes, des sortes de côtes. Hein. Ce ne sont pas des belles côtes, mais ce sont des côtes. Et ça vous démontre que c'est vraiment l'expression de ce gène numéro 10 qui va supprimer les côtes. Alors, comment on peut le vérifier? C'est ce que je viens de vous dire, en fait. C'est par une approche de gain de fonction. Si on se dit, mais si les protéines 10 sont capables de supprimer les côtes, qu'est-ce qui se passe quand on les exprime partout? Alors, on peut bricoler de la transgenèse où on va exprimer les gènes 10 partout. Et c'est ce que vous voyez sur la droite, il n'y a plus de côtes. Hein, on est là dans une lombarisation de la colonne vertébrale, en fait. Hein, toutes les vertèbres vont ressembler à des vertèbres lombaires. Donc vous voyez ce jeu en fait entre cette production de segments et puis leur identification par ces systèmes. Hein. Et à un moment, il faut que ça s'arrête. Et l'idée, c'est que ça va s'arrêter par l'activation des gènes numéro 13. Donc les gènes numéro 13 vont faire la fin du sacrum et le système se termine. Sauf s'il continue chez des animaux qui ont une queue, où là, la quantité d'ARN 13 qui est produite va éventuellement modifier le temps de terminaison. Alors il y a 2 papiers, 2 publications qui avaient déjà avant vérifié cet aspect-là. Et ce sont ces 2 publications-là que vous retrouverez sur le site si ça vous intéresse. Mais très grossièrement, ce qu'ont fait ces gens, c'est simplement de prendre un promoteur d'un gène qui est exprimé dans la partie très postérieure, mais moins postérieure que le bourgeon, donc quelque chose près, hein, et puis de mettre derrière un gène 13. Autrement dit, d'activer le gène 13 trop tôt et trop antérieur. Hein, et la question, c'est qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Ben, vous voyez tout de suite, donc, vous avez une image ici hein, du gène B13. Vous voyez ici dans le type sauvage, l'embryon sauvage normal, vous n'avez pas d'expression. Et vous voyez ici cette expression qui est produite par un transgène, c'est artificiel, hein, c'est une expression artificielle. On va mettre le gène 13 là où il n'est pas. Hein, il ne devrait pas être. Eh bien, si vous faites ça, vous voyez que vous induisez soit des queues plus courtes, hein, c'est ce que vous voyez là, en fait, c'est ça, soit dans d'autres combinaisons, des troncations, où vraiment on enlève la queue, on va même avoir des phénotypes plus antérieurs. Donc effectivement, il semble que lorsque l'on surexprime ces gènes 13, on a un effet qui est différent de l'effet qui est vu en quantitatif. Quand on sous-exprime 13, il semble que la queue s'allonge. Quand on surexprime 13, la queue est plus courte. D'accord? Alors, ces expériences, elles sont intéressantes, mais elles ont un problème technologique, c'est que c'est difficile de contrôler la quantité que vous allez mettre en transgène. Et donc, il faut toujours peser entre, d'une part, un résultat qui est un résultat physiologique, d'autre part, un résultat qui est un résultat en gain de fonction, qui est toujours un problème qu'on se pose en génétique quand on fait des gains de fonction, c'est-à-dire que vous allez loader le système, vous allez inonder le système avec une protéine, un gène qui normalement ne devrait pas être là. Donc comment est-ce que l'on peut contrôler ça? Comment est-ce que l'on peut se mettre dans des conditions où on peut se dire
le gain de fonction qu'on fait est un gain de fonction physiologique, stöchiométrique, peu importe comment on l'appelle, mais un gain de fonction qui reproduit ce qui se passe dans le système, dans des quantités, les mêmes quantités, etc., mais en gain de fonction. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de mettre 30 000 copies d'un transgène, d'ARN, eh bien, d'essayer d'ajuster à la situation endogène, mais qui ne sera pas une situation endogène, puisqu'il y aura un gain de fonction. Donc de se mettre dans des conditions physiologiques. Et la façon dont ça a été fait par des collaborateurs de mon laboratoire, en fait, c'est la façon suivante. Quand on regarde ces clusters de gènes OX, on s'aperçoit qu'il y en a un qui a perdu toute une série de gènes postérieurs. Vous voyez qu'en fait, ces 4 clusters, souvenez-vous, ils proviennent de l'origine des vertébrés. Ils proviennent de la duplication du génome. Vous savez qu'à l'origine, il y a 400 millions d'années, ou que sais-je, il y avait un animal qui avait un seul cluster, et puis il y a eu une polyploïdisation du génome, et puis encore une. Donc il y a eu 2 duplications de nos génomes. Hein, on en a discuté dans d'autres cours. C'est la raison pour laquelle on trouve beaucoup de gènes importants en 4 copies chez nous. Hein, quand vous les trouvez en 4 copies sur le même chromosome, c'est qu'il y a eu des duplications plus tardives. Ça, okay. Quand vous les trouvez en 4 copies sur des chromosomes différents, ça suggère en fait qu'on a gardé les 4 copies qui ont été produites à la source des vertébrés. Hein. Mais évidemment, quand vous dupliquez quelque chose, pendant toute une période, ces 2 choses vont avoir la même fonction. Ça va prendre du temps d'évoluer des fonctions différentes. Hein, on en a discuté il y a quelques années. Donc, beaucoup de ces gènes dupliqués vont être perdus. Parce qu'il n'y aura pas de pression sélective. Quand vous en avez 4, vous en enlevez 1, il y en a 3 qui vont faire le travail. Donc, d'accord. Et c'est pour cette raison que quand vous regardez ces clusters, vous voyez que très souvent des gènes sont absents. Par exemple, là, le gène C1, il a été perdu. Ici, le gène D5, il a été perdu. Mais il existait au départ, hein, c'est une duplication. Donc ça a été enlevé par la sélection naturelle, en fait. Hein. C'est des gènes qui ont été perdus, puis comme ils n'étaient pas importants, les animaux ont continué avec cette perte de gènes. Et vous voyez que sur le complexe B, ici, bien, il y a un grand trou, c'est-à-dire les gènes 10, 11, 12 ont été perdus. Donc on passe directement du gène numéro 9 au gène numéro 13. D'accord ? Et comme ces gènes sont activés dans le temps, eh bien, on peut se poser la question suivante. Que se passe-t-il si l'on enlève cette partie d'ADN ici et qu'on vient replacer ce gène numéro 13 à la position d'un gène numéro 10, mais qui n'existe pas. D'accord ? Donc on peut produire un nouveau cluster qui, cette fois, a B6, B7, B8, B9, B13, proche, donc à la position d'un gène qui aurait dû être B10. Comme ces gènes sont activés dans une séquence temporelle, ce gène B13, maintenant, va être activé où l'aurait été un gène B10. D'accord ? Mais ce n'est pas B10, c'est B13. OK ? Je vous montre ici le détail. Hein. Donc ça, c'est le cluster normal avec ce grand trou ici entre B13 et B9. Et puis si on fait une délétion par CRISPR ici, eh bien ce gène 13, il va se retrouver ici à la position de 10. Mais ce n'est pas 10, c'est 13. Mais comme il est à cette position, on s'attend à ce qu'il soit activé comme 10, hein, puisque l'activation dépend de la position. Et donc si on fait ça, eh bien vous voyez qu'effectivement, ça c'est l'expression de B13 dans un embryon normal. Vous voyez qu'il n'est même pas encore activé là, parce qu'il va arriver tout à la fin pour dire on arrête. Hein. Eh bien quand vous enlevez ce morceau d'ADN, vous voyez maintenant que 13 est activé bien trop tôt et bien trop antérieur.
D'accord ? Parce qu'il se comporte comme un gène numéro 10. Alors pourquoi faire ça ? Parce que si on fait ça, on se retrouve dans des conditions physiologiques parfaites. C'est-à-dire qu'on est sûr que le gain de fonction du gène 13 va correspondre exactement à la quantité d'ARN qui serait produite par un gène 13 à une autre position. Donc on a un gain de fonction qui est totalement contrôlé, dans le temps, dans l'espace. On est sûr qu'on n'a pas 10, 30, 100 fois plus, 100 fois trop d'ARN, mais on est sûr qu'on en a la bonne quantité, au bon endroit, au bon moment. Donc c'est simplement introduire une perturbation qui n'est pas une perturbation extérieure quand on va rajouter un transgène qu'on ne peut pas souvent contrôler de façon satisfaisante. C'est simplement introduire une perturbation à l'intérieur du système et le système lui-même va s'auto-régler en fait. Alors, que se passe-t-il chez ces animaux qui ont un gain de 13 dans des conditions, dans des concentrations qui sont physiologiques? Eh bien, comme on s'y attend, vous voyez que la queue est plus courte. Alors la queue est statistiquement significativement plus courte, et qu'on peut aller jusqu'à 50 vertèbres par rapport à 57. Donc on a un effet qui est exactement l'effet inverse de celui décrit par nos collègues de Harvard sur cette approche quantitative, c'est-à-dire quand on varie la quantité de cette gène OXD13, soit on va vers le bas, on rallonge la queue, soit on va vers le haut, gain de fonction, on réduit la queue. Alors, ce n'était pas en soi extrêmement étonnant, parce que, déjà il y a plus de 20 ans, il avait été montré que lorsque l'on inactive simplement B13, lorsqu'on va avec un CRISPR pour casser le cadre de lecture, par exemple, donc il n'y a plus de protéine B13, eh bien les souris ont une queue plus longue. Vous voyez ici l'inactivation de B13. Donc souvenez-vous, je vous parlais de l'ouroboros et de l'approche biaisée ou non biaisée. Il était connu qu'une perte de fonction de D13 rallongeait la queue. Donc ce n'est pas complètement étonnant qu'une diminution du nombre d'ARN, de la quantité d'ARN de D13 qui est trouvée dans cette approche quantitative, corresponde, soit associée à des queues plus longues. C'est d'autres façons d'attaquer le problème. Alors le fait que la mutation de B13 rallonge la queue, en fait, a permis de s'assurer que lorsque l'on rapproche ce gène 13 du gène 9, ce n'est pas le morceau d'ADN qu'on a enlevé qui provoque le problème de la queue. Parce qu'on pourrait dire, attention, on voit que B13 est gagné, vous avez montré que B13 est... OK, vous montrez que la queue est plus courte, OK, mais vous avez enlevé 50 kilobases d'ADN. Vous avez enlevé des tas de choses là-dedans, donc peut-être c'est ça. Alors ça, on peut le vérifier par un petit truc génétique. Je vous le montre sans vraiment autre raison du plaisir de vous le montrer, parce que la génétique, c'est vraiment du fun, en fait. C'est souvent du plaisir, finalement. Ce qu'on peut faire, c'est, sur cette délétion, quand on ramène ce gène 13, près de 10, on gagne l'expression, on peut revenir avec un CRISPR et tuer la protéine. Donc vous avez deux choses. Vous avez ce gène qui se rapproche de 9, qui est exprimé comme 10, qui produit de l'ARN où il ne devrait pas, mais la protéine, cette fois, elle ne fonctionne pas. Donc on est dans des conditions identiques à ce que je vous ai montré sur la délétion, sauf que dans un cas, la protéine fonctionne, dans l'autre cas, elle ne fonctionne pas. Et quand vous regardez la différence, elle est claire. Dans le cas où vous tuez en plus la protéine, la queue se rallonge, évidemment. La queue se rallonge. Elle correspond à une queue d'un mutant de B13. Ça peut vous sembler un peu compliqué, mais dans le fond, c'est hyper simple, c'est logique.
quand vous avez une présence inappropriée d'un gène numéro 13, la queue se raccourcit. Quand vous avez une perte inappropriée d'un gène 13, la queue se rallonge. Alors, c'était quantifié, je vous passe ces quantifications. Ce que j'aimerais, c'est terminer sur cette relation entre le gène et la forme, qu'on a discuté lors du premier cours, pour se dire, voilà, je vous montre des variations de morphologie, des souris qui ont une paire de côtes ou pas de paire de côtes, mais comment on fait le lien? Comment est-ce qu'on fait le lien entre, d'un côté, de l'ARN que je vous montre, des choses moléculaires, et bien une forme? En fin de parcours, on n'a pas une paire de côtes. C'est ça, vraiment le truc qui coince, quoi. Comment est-ce qu'on fait le lien entre ces deux choses? Pour ça, je vous montre ici que ces souris qui ont ce gain de B13, vous avez vu que ça va très antérieur, donc il y a des phénotypes très antérieurs. On voit il y a des problèmes à la transition thoraco-lombaire, etc. Donc on change beaucoup de morphologie sur ces vertèbres. Et le point que j'aimerais faire, c'est le suivant. Dans les années, il y a presque une trentaine d'années maintenant, des collègues qui travaillaient sur la tératologie de l'acide rétinoïque, on en a un peu parlé, injectaient de l'acide rétinoïque, des rétinoïdes dans des souris pour voir l'effet. Et en fait, ces collègues se sont aperçus que, je vous la fais très courte, que en fait, l'acide rétinoïque a une action tératogène qui passe en grande partie probablement par ces gènes OX en créant vraiment des activations anormales de ces gènes OX, et ce qui a conduit à toute une série de phénotypes sur la colonne vertébrale. Et je vous montre ici juste une image sans but particulier, mais pour vous montrer à quel point les effets tératologiques de l'acide rétinoïque peuvent être forts. Alors c'était connu évidemment, sur les femmes enceintes, etc., ne pas utiliser ces... Mais donc on a une génération de toutes ces formes différentes, avec des côtes qui se rajoutent, des côtes qui s'enlèvent, des vertèbres qui ressemblent plutôt à celle-ci, plutôt à celle-là. Et ces auteurs à l'époque avaient essayé de comprendre comment on passe d'une forme à une autre, d'une façon anatomique. Et je vous montre cette image qui est extrêmement intéressante, qui est en fait la transition entre la 7e vertèbre cervicale et la première thoracique. Donc vous voyez ici, la 7e cervicale, et ces quatre images sont les images de contrôle, donc de l'animal normal, où vous voyez là 2 7e cervicales, et là 2 premières thoraciques. D'accord ? Et en fait, quand on regarde ça, on se dit, mais on voit qu'il y a ce qu'on appelle une sorte de prototype, un Bauplan, quelque chose de commun. On voit que ces vertèbres sont toutes construites sur un schéma qui est pratiquement le même. Simplement, il y a des morceaux qui se rajoutent, qui s'enlèvent. On est sur un système de rajout, une sorte de système où on peut plutôt pousser cette partie dorsale, plutôt pousser la partie ventrale, plutôt donner de l'importance aux arches, etc. D'accord ? Et en fait, quand on rajoute de l'acide rétinoïque, on voit que cette 7e vertèbre cervicale va progressivement, selon les doses qu'on va mettre, etc., va progressivement se transformer en première thoracique simplement par de la croissance différentielle, finalement. Simplement en mobilisant des centres de croissance, de nombreux centres de croissance qu'on va trouver sur ce prototype de vertèbre, qui font qu'on va pousser un tout petit peu plus ici, non, un tout petit peu plus là. Si on pousse vraiment dans la partie, on va avoir des côtes. D'accord ? Donc on s'aperçoit que ce ne sont pas des choses totalement différentes. En fait, ce sont des structures identiques qui sont simplement produites par des différentiels de croissance, par des mobilisations de centres qui sont différentes. C'est bien résumé dans cette figure ici, où on voit la structure, où l'on voit la structure de cette sorte de structure prototypique de la vertèbre, avec en noir les parties qui vont commencer à s'ossifier assez tôt, près de la naissance, chez la souris, en gris les parties cartilagineuses, et puis dans ce pointillé, là, vous voyez les centres de croissance
Et vous voyez qu'il y en a partout, en fait. Donc, c'est une structure qui est totalement modulaire. Structure totalement modulaire. Donc, à partir de là, on peut se dire, bien, à chaque niveau corporel, peut-être qu'il y a une différence, une combinatoire, par exemple de gène architecte, qui pourrait moduler l'importance de ces structures modulaires. Un peu plus de gènes ici, un peu moins ici, on pousse, on dépousse, on rend, etc. Et ça commence à donner une explication sur comment générer de la forme à partir d'une information génétique et puis de cette oscillation cellulaire. Alors, comment ce plan de base est établi? Parce qu'on remonte toujours à la question d'avant, évidemment. OK, on a un prototype, on a un plan de base, mais il sort d'où? Et en fait, pour ça, eh bien, il faut, comme d'habitude, remonter dans le temps, remonter dans l'embryologie, et se poser la question, et je vais terminer là-dessus, se poser la question, mais ces vertèbres, elles sortent d'où? Ben, comme je vous le disais tout à l'heure, elles sortent des somites. Donc de ces condensations, de ces étages qui sont produits, souvenez-vous, par l'oscillation, et qui contiennent des combinaisons de gènes architectes différentes. D'accord ? Ici, vous avez une section de cet embryon, et puis on va regarder en section transverse, on va regarder par la flèche, et ça, c'est ce qu'on va voir, avec un tube neural, et puis des somites. Ici, un somite à gauche, un somite à droite. D'accord ? Donc, c'est ces rosettes épithéliales qui vont descendre de part et d'autre, qui sont produits par cette oscillation. Les somites. D'accord ? Ces somites, en fait, elles vont avoir des destins, les cellules de ces somites vont avoir des destins différents. Vous avez toute une partie ici, sur la partie dorsale, qui va donner ce qu'on appelle le dermomyotome, donc le derme, et puis les muscles. Tous vos muscles costauds, ceux qui font mal, etc., viennent de ce dermomyotome, cette partie dorsale des somites. Et puis dans la partie plus ventrale, plus centrale, vous avez là, va se trouver un dérivé qu'on appelle le sclérotome, et c'est à partir de ce sclérotome que vont dériver les vertèbres. Et vous voyez que ce sclérotome, qui est donc latéral, on a un sclérotome à gauche, un sclérotome à droite, en fait, ces cellules vont passer au travers d'une transition cellulaire, changer de forme, elles vont commencer à bouger et elles vont entourer le tube neural. C'est pour ça qu'on n'a pas deux vertèbres à chaque étage, on n'en a qu'une, pourtant on a deux somites. Elles vont entourer le tube neural progressivement pour le protéger. Et on va avoir ce mouvement, là vous voyez ces cellules pointillées, ce mouvement qui va monter, descendre, pour terminer avec ce prototype de vertèbre ici, qui, à différents niveaux, va mobiliser des centres de croissance différents pour donner des structures différentes. Et donc là, on s'aperçoit que ces structures, en fait, sont le résultat d'une sorte de va-et-vient qui est constant entre les informations de nature génétique et des informations qui dérivent de l'auto-organisation du système cellulaire. Ces cellules, elles vont migrer, elles vont trouver des endroits où aller, et elles vont resignaliser à l'intérieur des informations qui vont être reprises par une couche génétique. Souvenez-vous, c'est ce qu'on discutait lorsqu'on parlait la semaine passée de la vue de cette notion de programme génétique par François Jacob, où il exprimait une sorte de vue par étage, où on avait évidemment un programme de l'ADN, un programme génétique de base, mais qu'on ne pouvait pas lire dans ce programme, l'intégralité des informations, parce que ce programme allait générer une couche qui elle-même va aller avoir un niveau d'auto-organisation intrinsèque qui allait resignaliser à cette couche d'ADN, donc un va-et-vient constant entre ces deux couches, qui fait qu'à la fin, on a un système qui est à la fois contrôlé par notre génome, tout en étant autoconstruit par nos cellules. Et c'est ça vraiment le message que je souhaitais faire passer dans ce cours, c'est qu'il faut à la fois sortir de cet aspect entièrement génétique en essayant de tout expliquer la construction d'un embryon par les gènes, tout en la gardant, évidemment, mais tout en considérant que entre la forme
et l'ADN, on a les cellules. On a ces machines absolument extraordinaires qui, évidemment, sont déterminées par leur ADN, mais qui, en elles-mêmes, sont capables de faire beaucoup de choses que l'on ne peut pas lire à l'intérieur de l'ADN. Voilà, je voulais m'arrêter là. Je vous souhaite... je vous remercie d'être venu à ce cours, et puis je vous donne bien sûr rendez-vous l'année prochaine, en vous souhaitant un printemps aussi joyeux et serein que possible. Merci.